Bonsoir à tous, l'actualité européenne et internationale de ce mercredi 5 décembre. Bienvenue dans Euronews Soir, voici les titres de ce journal. La poursuite en France du mouvement des Gilets jaunes. Face aux députés, le Premier ministre a défendu son plan de sortie de crise et n'exclut pas l'annulation de la hausse de la taxe carbone à l'origine de la contestation. Pendant ce temps, les blocages continuent et une nouvelle manifestation se profile samedi. La Russie a-t-elle enfreint un traité nucléaire datant de la guerre froide? L'OTAN et Washington accusent Moscou d'avoir développé des missiles non conformes. Ils donnent à la Russie 60 jours pour rectifier le tir. Le Kremlin dénonce des accusations sans fondement. Vaste coup de filet dans plusieurs pays européens contre la plus puissante mafia au monde, la 'Ndrangheta, la mafia calabraise. Environ 90 arrestations en Italie, Belgique ou en Allemagne. La police a également saisi une quantité importante de drogue. Enfin, les amoureux de Johnny Hallyday commémorent le premier anniversaire de la mort de leur idole. Des fans ont cassé leur tirelire pour aller sur l'île de Saint-Barthélemy dans les Antilles françaises afin de se recueillir sur la tombe du chanteur. Bonsoir, bienvenue. L'actualité donc toujours marquée par le mouvement des Gilets jaunes qui se poursuit en France malgré ce moratoire sur la hausse de la taxe carbone. L'ambiance était électrique aujourd'hui à l'Assemblée nationale où le Premier ministre a défendu son plan de sortie de crise. Laura Cambou. Chahuté par la crise des Gilets jaunes, l'exécutif français multiplie les gestes d'apaisement. Au Parlement ce mercredi, le Premier ministre annonce que le gouvernement pourrait annuler la hausse des taxes pour le carburant à l'origine de la contestation. Pour identifier les mesures d'accompagnement les plus justes et les plus efficaces, je le dis ici, si nous ne trouvons pas les bonnes solutions, alors nous n'appliquerons pas cette taxe. Des concessions jugées insuffisantes pour les députés de l'opposition. Tous estiment que la colère des Français est trop grande. Les propositions qui ont été faites hier par le Premier ministre sont déjà dépassées. Elles ne pouvaient pas suffire à calmer la colère des Français et elles ne répondent en rien à l'urgence sociale et à l'urgence écologique. L'opposition est unanime. Elle réclame l'annulation pure et simple des taxes sur le carburant. De leur côté, les Républicains tirent à boulet rouge sur Emmanuel Macron et dénoncent son silence. Vous avez, Monsieur le Premier ministre, avec votre gouvernement, une part de responsabilité. Mais le vrai responsable, il est à l'Élysée. C'est lui qui, le moment venu, devra rendre des comptes aux Français. Alors que les blocages se poursuivent, la sortie de crise devient urgente pour l'exécutif. Lycéens, ambulanciers, routiers, agriculteurs, autant de secteurs qui profitent du mouvement des Gilets jaunes pour avancer leurs revendications. Le front de la contestation s'élargit avant un nouveau samedi qui s'annonce chaotique. Dans l'actualité également, ce nouveau point de crispation entre la Russie et les pays occidentaux. Washington et l'OTAN accusent Moscou d'avoir mis en service un système de missiles qui enfreint un traité nucléaire vieux de 30 ans. Les États-Unis menacent de sortir du traité si la Russie ne se conforme pas aux règles. Vladimir Poutine n'a pas tardé à réagir. Guillaume Petit. Accusé, Vladimir Poutine rétorque. Le président russe se dit prêt à déployer de nouveaux missiles de portée intermédiaire si les États-Unis se retirent du traité conclu en 1987 pour en interdire l'usage. Les États-Unis affirment que la Russie ne l'a pas respecté, Moscou réfute. Mais hier à l'OTAN, le secrétaire d'État américain Mike Pompeo a de nouveau montré les dents, laissant à la Russie 60 jours pour se plier au traité. En réalité, le développement des missiles américains a été approuvé par le Pentagone sur le plan budgétaire, bien avant que les États-Unis n'annoncent leur retrait du traité. Ensuite, il fallait remettre la faute sur quelqu'un, et comme c'est souvent le cas chez les Occidentaux, cela a été de notre faute. Mais c'est faux, nous sommes contre la destruction de ce traité, mais si cela se produit, nous agirons en conséquence. Le traité interdit précisément l'usage de missiles d'une portée comprise entre 500 et 2500 km. Et pour l'Union européenne, il représente toujours une garantie de sécurité. Nous, les Européens, ne sous-estimons pas les menaces qui pourraient porter atteinte à la sécurité de notre continent à nouveau. L'Europe a été un terrain de guerre pendant longtemps.
Le continent a été le théâtre de la guerre froide et c'est pourquoi nous sommes attachés à ce qui a contribué à garantir la paix pendant tant d'années. Nous ne voulons pas voir tout cela s'écrouler et nous ne voulons surtout pas revenir en arrière. 30 ans plus tôt, le dirigeant américain Ronald Reagan et son homologue soviétique Mikhail Gorbatchev signaient ce traité historique. L'accord mettait un terme à la crise déclenchée par le déploiement de missiles soviétiques susceptibles d'atteindre les capitales occidentales. Les têtes continuent de tomber au sein de la mafia après l'arrestation en début de semaine du parrain de Cosa Nostra et de plusieurs membres de la mafia sicilienne. La police vient de procéder à des dizaines d'arrestations, cette fois au sein de la 'Ndrangheta, la mafia calabraise. Ce coup de filet a été mené dans plusieurs pays. Il est le fruit d'une longue enquête. Laura Cambo. Coup de filet international mené contre la mafia calabraise 'Ndrangheta. Ce mercredi matin, au moins 90 personnes ont été arrêtées simultanément en Italie, en Allemagne, en Belgique et aux Pays-Bas. Une vaste opération coordonnée par la direction anti-mafia italienne avec le concours des forces de police locales. Elles ont mené des raids dans les maisons des suspects, mais aussi dans leurs restaurants. La saisie est impressionnante, plus de 3 tonnes de cocaïne, 140 kilos d'ecstasy et des millions d'euros blanchis ont été trouvés. Ce coup de filet est le résultat d'investigations menées depuis 2 ans par une équipe d'enquêteurs européens. Leur objectif, arrêter les membres importants de la mafia la plus puissante au monde. 'Ndrangheta est plus influente encore que les siciliennes Cosa Nostra et Camorra. Créée au XVIIe siècle en Calabre, son expansion a été colossale. Aujourd'hui, la pieuvre compte 6000 membres et est présente sur tous les continents. Son chiffre d'affaires annuel est impressionnant, plus de 50 milliards d'euros. La réduction des émissions de gaz à effet de serre est pendant plusieurs jours au centre des débats à la COP24 en Pologne. L'enjeu, c'est bien sûr la lutte contre le réchauffement climatique qui menace déjà plusieurs régions du monde, notamment la Sibérie qui assiste impuissante à la fonte du permafrost. Les détails avec Raphaël Vivant. Alors que les négociations se poursuivent en Pologne pour la COP24, la Sibérie tire la sonnette d'alarme. Le réchauffement climatique entraîne la fonte du permafrost, des sols gelés toute l'année qui recouvrent le nord de la Russie. Le sol s'affaisse, provoquant d'importants dégâts matériels, comme ici à Yakoutsk, une ville de 300 000 habitants construite sur du permafrost. Il y a 2 ans, ce bâtiment a commencé à pencher et à s'enfoncer dans le sol. Il s'est incliné d'environ 40 cm et les fondations de l'immeuble ont commencé à s'effondrer. Certaines habitations devenues trop dangereuses ont déjà dû être démolies. Une situation qui ne devrait pas s'arranger car les températures ne cessent d'augmenter. Selon certaines estimations, la Sibérie se réchauffe plus vite que le reste du monde. Nous ne pouvons pas nier qu'à Yakoutsk, les températures annuelles ont changé au cours des dernières décennies, augmentant en moyenne de 2 à 2,5 degrés. En plus des dégâts matériels qu'elle entraîne, la fonte du permafrost constitue une menace pour l'ensemble de la planète. Les sols gelés renferment près d'1,7 milliard de tonnes de CO2. Si tout ce carbone était rejeté dans l'atmosphère, les températures globales pourraient augmenter de plus de 10 degrés. L'actualité au Proche-Orient à présent et ce regain de tension à la frontière entre Israël et le Liban. L'État hébreu a lancé une opération militaire baptisée Bouclier du Nord. L'objectif, détruire les tunnels creusés par le Hezbollah, utilisés selon Israël pour perpétrer des attaques sur son territoire. Guillaume Petit. Ces images relayées par les Israéliens montrent un homme identifié par l'armée comme un militant du Hezbollah, entré dans un tunnel. Un passage souterrain qui permettrait à la milice libanaise pro-iranienne d'infiltrer le territoire d'Israël depuis le Liban. Selon un porte-parole de l'armée, ces tunnels, dotés de lignes de communication, auraient été construits pour réaliser des attaques surprises sur le territoire d'Israël. En toile de fond, une confrontation avec l'Iran. C'est en tout cas comment Benyamin Netanyahou a justifié hier le lancement de l'opération Bouclier du Nord côté israélien pour détruire ces tunnels. Ces tunnels ont été construits par le Hezbollah avec l'aide directe de l'Iran. Ils ont été construits avec un seul but, attaquer et assassiner des hommes, des femmes et des enfants israéliens innocents.
C'est une grave violation de la souveraineté israélienne et une grosse violation de la résolution 1701 du Conseil de sécurité des Nations Unies. La résolution avait mis fin à la dernière grande confrontation de 2006 entre les deux voisins. Depuis, le calme à la frontière est resté précaire et aujourd'hui, les Israéliens s'inquiètent d'un possible déplacement de la menace iranienne depuis la Syrie vers le Liban, où des transferts de matériel militaire pourraient menacer le pays en cas de conflit. 2 mois après le meurtre du journaliste saoudien Jamal Khashoggi dans le consulat d'Istanbul, les soupçons se portent toujours sur le prince héritier saoudien. La CIA a présenté son rapport à des sénateurs américains, un rapport qui pointe très clairement la responsabilité de Mohammed Ben Salman. Pierre Michaud. Réunis à huis clos au Capitole autour de Gina Haspel, la directrice de la CIA, un groupe de sénateurs américains a été informé des conclusions du service de renseignement sur le meurtre de Jamal Khashoggi. Ils sont sortis convaincus que le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman avait ordonné le meurtre du journaliste. Je n'ai aucun doute sur le fait que le prince héritier a ordonné le meurtre et a été maintenu au courant de la situation tout du long. Devant un jury, il serait reconnu coupable en moins de 30 minutes. La question est donc, que doit-on faire ? Ils ont dépecé M. Khashoggi comme un porc. Nous devons condamner cela avec la plus grande fermeté. Je veux juste trouver un moyen de le faire sans exploser le Moyen-Orient. Une résolution pour cesser tout soutien militaire à l'Arabie saoudite dans la guerre au Yémen avait franchi avec une nette majorité un premier vote au Sénat. Son approbation reste incertaine et dépendra notamment des actions de l'administration Trump face aux dirigeants saoudiens. Khashoggi aurait été assassiné après avoir pénétré dans le consulat saoudien d'Istanbul en octobre. Les Saoudiens ont inculpé 11 personnes, mais ni l'implication du prince héritier. Alors on passe au sport et au football. Les Argentins ont les yeux tournés vers Madrid où se jouera ce dimanche le match retour de la finale de la Copa Libertadores, l'équivalent de la Ligue des Champions en Amérique du Sud. La finale oppose les clubs argentins de River Plate et Boca Juniors, mais les violences en marge du match aller ont contraint les organisateurs à délocaliser le match en Espagne. Les supporters sont déjà sur place. Arnaud Richard. À quelques jours de la finale de la Copa Libertadores, Madrid se prépare pour une rencontre qu'elle n'aurait jamais imaginé accueillir. Les joueurs de River Plate et Boca Juniors ont débarqué ce mercredi dans la capitale espagnole et les forces de sécurité sont sur tous les fronts pour faire de ce match inédit un succès. Dans le stade Santiago Bernabéu où joue habituellement le Real Madrid, seules 50 000 places sur 81 000 ont été mises en vente. Objectif, conserver des espaces vides et éviter tout risque d'affrontement. Les associations de fans ont été associées à l'organisation, même si certains supporters ne cachent pas leur déception devant cette finale délocalisée. Les supporters seront séparés, ils ne vont pas se croiser. De ce que l'on sait, le dispositif policier sera très efficace. Aujourd'hui, nous rencontrons le chef de la police ici à Madrid pour voir comment organiser la fête en cas de victoire et la manière dont on va escorter le bus des joueurs de Boca jusqu'au stade. Ce match devrait avoir lieu sur notre continent. Là, on dirait qu'on est incapable de l'organiser. Je pense aussi que c'est vraiment injuste pour les supporters de River Plate que le match se déroule ici juste parce qu'une dizaine de supporters ont mis le bazar. Le coup d'envoi du match est prévu ce dimanche à 20h30. Il y a un an, jour pour jour, disparaissait la plus grande star du rock français, Johnny Hallyday. Pour l'occasion, de nombreux fans ont pris l'avion pour l'île de Saint-Barthélemy dans les Antilles, où repose le chanteur français. Vincent Ménard. C'est une tombe sur laquelle se recueillent religieusement tous les fans de Johnny Hallyday. Le rocker français décédé il y a tout juste un an est enterré à Saint-Barthélemy, une île des Antilles où il possédait une villa. Pour ses admirateurs les plus fervents, il fallait être présent ce jour particulier, malgré les 7000 km à parcourir depuis Paris. On s'est fait une petite cagnotte, quoi, puis bon, on restera peut-être quelques années sans aller en vacances, mais bon. Il a fait tellement de choses pour nous, donc voilà. Mais ça en valait la peine. Mais ça en valait la peine. On est venu faire le pèlerinage avec mon papa. On y a offert ça pour ses 70 ans, en faisant une collecte avec tous les amis, familles, etc. Et donc on est venu juste pour une semaine. Et on vient matin, midi, soir se recueillir sur la tombe.
Pour Saint-Barthélemy, on est loin d'une manne providentielle et d'un afflux soudain de touristes. À cela, plusieurs explications. Le coût prohibitif de l'hébergement sur l'île et la piste d'atterrissage de l'aéroport, tellement courte qu'elle ne peut accueillir que des avions de moins de 20 passagers. Je pense que ça nous amènera à tous on va pas dire des clients, mais disons des personnes de tous bords qui viendront pour respecter sa tombe. Pour moi, c'est comme tu vas à Lourdes en métropole. Ici, c'est notre petit Lourdes, il était très connu. Loin des polémiques et de la bataille judiciaire sur l'héritage de Johnny, sa veuve, Laetitia, a participé à une veillée nocturne dans le petit cimetière de Lorient. Par ailleurs, une messe pour commémorer le premier anniversaire de la mort du chanteur sera célébrée le 9 décembre en l'église parisienne de la Madeleine. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez toute l'actualité sur notre site internet. Restez sur notre chaîne pour d'autres informations. Bonne soirée sur Euronews et à bientôt.